Tout simplement. Vincent était avide, François était cupide, Paul était violent, les autres jaloux. Et nous? Nous étions amoureux. À ce titre, nous ne pouvions vivre près d'eux. Les gens qui s'aiment sont trop beaux pour être aimés des autres. Les gens qui s'aiment ne génèrent que haine et envie. Ils sont la plaie ouverte dans les cœurs secs de tous les autres. Ils ne peuvent offrir que l'infini à ceux qui n'ont pour singularité qu'un espace sain, étriqué, clôturé et surtout sans intérêt. Le regard des gens qui s'aiment est insupportable aux autres, absous d'animosité, de la moindre agressivité qui pourrait laisser apparaître une quelconque faiblesse ou la moindre vilainie propre à désunir les hommes. Mais les gens qui s'aiment ont oublié tout cela dès qu'ils se sont regardés derrière les yeux. Ils se contentent de vivre sans souci du quotidien, sans préoccupation d'intendance, avec cette candeur, imbécile aux yeux des autres, qui rend con mais tellement heureux que c'en est indécent. Et voilà. Alors vous pensez bien qu'à force de nous faire agresser, nous avions choisi de vivre à l'écart de ces ingratitudes insignifiantes, mais chiantes, que nous percevions comme une perte de temps. Le temps que nous voulions, rien que pour nous, avait la particularité de brûler trop vite, de s'enflammer, s'embraser tels les feux d'artifice que l'on montre encore et toujours aux grands enfants qui ont cessé de rêver par eux-mêmes. Vincent avait donné un sens curieux à sa vie. Il accumulait encore et toujours. Bien sûr, chaque acquisition lui procurait des joies éphémères, parfois intenses. Il en tirait de menus bénéfices. Il souhaitait ardemment se voir grandir ainsi, au travers de ces choses superflues que certains pensent nécessaires. Il pensait parfois que son désir viscéral d'avoir lui offrirait un jour la paix. Il pensait que ces accumulations, ces successions de petits plaisirs lui apporteraient bonheur et félicité. En tout cas, Vincent cherchait à s'en convaincre dès qu'il convoitait un bien. Pourtant, le propre de l'avidité en est l'absence de contours, comme un désir sans limite et sans fin, comme une myriade de flammes de bougies qui se consument pour s'éteindre faiblardes et qu'il faut sans cesse renouveler. La plutocratie ayant de beaux jours devant elle, les Vincent fleuriront tant qu'il y aura des hommes. François, lui, observait la vie, ravi de ce monde de loterie, toujours prompt à croire le dernier qui avait parlé. Joyeux et bienheureux, il vaquait de déconvenu en déconvenu, tout en cherchant de nouvelles grandes et belles raisons pour conserver un optimisme à toute épreuve. D'une certaine manière, sa crédulité le protégeait, mais d'une autre, elle le condamnait à des rêves inaboutis, et pour finir, jamais satisfaisants. François voulait exister, seulement il était transparent, inodore et sans saveur. Celui-ci choisit après l'effacé de derniers choix dont on abrégeait les rancœurs de quelques billevesées à droite. François, rassuré, reprenait sa route avec bonhomie et un nouvel enthousiasme. Paul se réalisait dans le combat. Sa vie était dualité. Paul gagnait. Quand il perdait, seule la revanche à prendre le préoccupait. Au cours du temps, il avait développé et nourri une extrême violence, au propre comme au figuré. Le goût du sang, de la domination, quel qu'en soit le prix. Les blessures et les vexations aux autres étaient ses seuls moteurs, ses seuls plaisirs. Il jouissait de ses propres haines autant que de celles de ses adversaires. Paul n'avait pas que des ennemis pour la vie. Violenter, fracasser, prendre des coups et en rendre, pas d'autre moyen pour vivre, une existence pleine. Paul était un sale con, pas un jour ne s'écoulait sans qu'il s'en réjouisse. Vincent, François, Paul et le reste de la population a crevé de jalousie, à attendre la mort en pleurnichant sur son sort. Voilà le monde immonde qui encercle les gens heureux, fiers de rester debout sur leur guibole. Voilà le reflet à supporter sans désespérer, en croyant encore à sa propre épingle dans ce jeu de dupe et de lâche. Mais ma mère, où m'as-tu fourré? N'as-tu pas vu cette merde qui cherche à nous museler? Cette médiocrité collante qui étouffe la plupart d'entre nous? Voyons, ma mère, était-ce bien nécessaire? Assez perdu de temps avec les autres, revenons à ce que nous étions devenus, car heureux nous étions. Ce simple fait mérite une explication pour les enfants que nous n'aurons pas, l'amour n'empêchant pas la lucidité. De toute manière, faire des enfants aux femmes que l'on aime, ça les abîme, et ça sous-tend qu'il faudra les aimer aussi en mère. Nous n'avons pas voulu réfléchir à ça, en prétextant un autre avenir plus climatique que nous laisserions forcément à nos enfants.
Le bonheur serait-il dévolu uniquement aux gens qui s'aiment, qui roucoulent en ignorant les congénères alentour? En voilà une belle question. Les gens qui s'aiment sont trop libres, sans autre besoin que l'autre. Esclavage que tout cela, me dit-on en aparté. Mais les gens qui s'aiment sont les mieux amènes pour mener une enquête sérieuse. Ils sont les plus compétents pour répondre à la question « Pourquoi certains sont heureux tandis que d'autres pas ?» Les raisons bateaux répondant à la question sont nombreuses. En revanche, avariées parce qu'en général édictées par de tristes sires. Là, comme partout, la valeur de l'exemple reste primordiale. Chacun sa spécialité, le malheur aux malheureux, le bonheur aux heureux, et les raisonnements seront plus convaincants. Nous étions donc partis sur les routes, à travers le vaste monde, pour répondre à la question. En pèlerinage dans les lieux saints, en visite dans les lieux paisibles propices au recueillement, il était fondamental d'étudier au plus près ce phénomène à l'origine de tant de déséquilibres, tant de dépressions, tant de malheurs et tant de déchirures. Notre devoir était de trouver les racines du mal, comme des êtres heureux en quête d'élucidation. Vaste programme et source de déception. L'affaire étant sérieuse, elle ne souffrait aucun amateurisme et ne pouvait être confiée aux donneurs de leçons habituels, intéressés aux bénéfices ou rémunérés. Des gens comme nous, en revanche, abreuvés de bonheur et par nature positifs, étaient tout indiqués pour guider les malheureux, les sortir du gouffre, sécher leurs larmes. Oui, ça semble du coup un peu trop optimiste. Durant ce long voyage aux sources de l'essentiel, nous avions été frappés par la capacité de tous à se faire une idée sur le bonheur. Ce qu'il leur manquait, ce qu'ils devaient faire, mais surtout ce qu'ils voulaient que l'on fasse, ce qu'ils en attendaient. Tous, de manière plus ou moins directe, en voulaient aux puissants. À cet égard, l'échelle varie en fonction du besoin de se faire plaindre, et à leurs activités coupables. Tous pensaient que les entraves qu'ils subissaient n'étaient pas de leur fait, mais de celui du prince, qu'ils enviaient, dont ils auraient bien pris la place. Tous pensaient que les règles édictées par d'autres étaient inappropriées et ne pourraient jamais les rendre heureux. Bien plus grave, la plupart confondaient plaisirs menus et variés avec bonheur. Tous déconfits, nous leur avions dit alors qu'être ou ne pas être ne dépendait sans doute que d'eux-mêmes. Ils n'étaient pas forcés de jouer avec les mêmes règles ou de souscrire aux figures imposées. De leur fait, ils pouvaient aussi, quasiment dans tous les cas, choisir. Pourtant, ils prétendaient ne pas l'avoir, le choix. Tenaces, nous leur avions dit qu'ils devaient cesser d'halluciner un bonheur imaginaire créé par d'autres, de croire que le bonheur est une partie intégrante du panier de la ménagère et du niveau de vie. En d'autres termes, remuez-vous mes chéris. Alors nous nous étions fait insulter copieusement. J'avais même eu le droit, étant le mal de service, à quelques mandales et des coups de poing dans les yeux. Dès lors qu'il s'agit de mettre le nez dans le caca et les mains dans le cambouis, il n'y a plus personne, ils sont partis. L'être humain devient souvent violent, au mieux de mauvaise foi. L'incapacité au changement et les trouilles qu'ils induisent sont les actes fondateurs de nos laissez-faire. Ces hommes n'avaient pas la foi. Leur absence de mysticisme les rendait vulnérables. Ils nous désespéraient de jour en jour. Nous leur ressassions pourtant, si vous ne croyez pas en vous, qu'attendez-vous de vous? Ou, plus pragmatique, comment pouvez-vous penser que d'autres puissent être une solution à votre bonheur? Les petits humains pleurnichards en avaient cure et rêvaient à d'enfantins mirages. Avidité, cupidité et tartines beurrées de lieux communs. Nous serions très ennuyés de toucher le gros lot. Pourquoi faire? Pourquoi le faire? Tant il est ennuyeux de laisser sa vie à un hasard, heureux ou pas. Alors que, pas du tout. Bien au contraire, le fric était lié au rêve comme un herpès, irrémédiablement, sans une possible guérison définitive. Ils traînaient des mécanismes en eux et nos conseils n'avaient pas d'écho. Ils voulaient bien notre joie de vivre, mais sans notre vie. Trop frugal, pas assez d'éclat, personne pour en officialiser la valeur et l'intérêt. À quoi bon le contact? Ils avaient bien failli nous faire sombrer dans une sinistrose irréversible. Nous nous étions alors écartés de leur voie et les avions laissés s'enfouir en terre et prendre racine au cœur de leur désespoir.
Un peu déçus mais toujours convaincus, l'un comme l'autre qu'il faut lever son petit doigt quand le nez vous gratte, mais quand c'est pour gagner de l'argent, il vaut mieux réfléchir plutôt 2 fois. Nous avions choisi une vie heureuse, et jamais elle ne serait accessible au plus grand nombre. Évidence qui nous renvoyait tout droit à notre connerie. Pour changer le monde, faut être con. En conscience, nous avions opté depuis des années pour une simplicité, de la bienveillance et une frugalité qui avaient agi comme des fragments et nourri notre amour pour la vie autant que celui que nous nous portions. Cette simplicité que nous avions choisie et qui s'était imposée à nous comme une solution était devenue notre chemin, notre seul chemin, le seul que nous trouvions satisfaisant, et ce, en dépit de nombreuses expériences. L'été dernier, Firmin nous avait dit que vivre pleinement n'était pas un choix, mais un devoir vis-à-vis de nos mères. Elle nous avait mis au monde pour cela et elle n'attendait rien d'autre. Nous voir vivre notre vie en entier. Gérard, le frère de Firmin, nous avait dit être en adéquation avec son cœur, sa tête et ses 5 sens, sans avoir à privilégier l'un ou l'une au détriment de l'autre. À l'instant T, il aimait cette formule et en abusait, parce que avant c'est mort et après ce n'est que peut-être. Le calme et la sérénité, la tranquillité des gestes et le bon fonctionnement en toute conscience de nos simples. Simples comme ressenti premier, sentir, toucher, entendre, voir, parler, penser, aimer. C'est pourtant simple, disait-il. T'es pas très clair, le chamaillait Firmin. Je me comprends, répondait Gérard. Que de joutes et de verbiage pour dire que le ciel est bleu ou gris, mais qu'il est joli quand tu le regardes, concluait Firmin, avec un rot au parfum d'aligot. Nous avions croisé ces 2 hommes au puits Crebasse, lors d'une randonnée. Nous en étions friands, les frères aussi. Les longues itinérances à pas mesurés qui laissent le temps à l'esprit pour s'envoler au loin, et puis nous revenir pour se cacher, garder une place au chaud parmi ces potes neurones. En peu de mots, nous nous étions apprivoisés tous 4, comme c'est parfois le cas quand les écoutilles sont ouvertes. En quelques phrases, nous avions bâti ce qui pouvait être à partager et ce qui ne le serait pas. De longues promenades, de longues discussions pour rompre les bâtons et éviter leurs coups. Les frères vivaient de peu et de gestes simples, bien mieux que la plupart d'entre nous, à force d'être vrais et de n'être que cela. Leur regard était curieux, gourmand, presque amoureux, parfois indifférent, mais jamais envieux ou méprisant. Ce qui en fit nos amis, ou tout du moins ceux que nous nommions les fréquentables. Au décès de leurs parents, ils avaient repris les terres et s'en nourrissaient, bien suffisamment et sans empoisonner personne. Au dire des nombreux touristes qui leur permettaient de vivre chez eux, c'était un plaisir de s'empiffrer de leur fromage et de les connaître, car les malins savaient s'y prendre avec les breakers surmenés. Ils faisaient bien la différence entre une relation marchande et un rapprochement fécond choisi. Été comme hiver, profitant des saisons touristiques, ils pouvaient satisfaire leur libido de quelques aventures. Le reste du temps, leur slip était en berne. Ils s'occupaient les mains ailleurs. Sur son lit de mort, leur mère leur avait fait promettre de ne s'atteler avec une autre que par amour. La Léonne avait trop souffert de ce manque. Elle s'était dévouée à son homme qu'elle appréciait mais qu'elle n'aimait pas assez fort pour qu'elle puisse être heureuse. Les 2 frères s'étaient fondus dans le décor. Ils n'espéraient rien, n'attendaient rien de spécial, ne rêvaient pas de veau d'or ou d'Eldorado, mais jouissaient sans entrave de tous les instants. Ils aimaient la nature, le cœur léger et pur sans se soucier ni du bien ni du mal, écoutant leur instinct. Firmin, comme Gérard, avaient en eux cette prédisposition au bonheur qui suscite tant de jalousie. Leur mère rude et aimante les avait modifiés génétiquement, par petites touches, distillant sa philosophie avec intelligence. Ils apprirent ainsi qu'être un cutéreux borné n'est pas une fatalité, que singer les gens des villes n'en est pas davantage une, et que s'ouvrir à la vie ne demande pas d'endroit particulier. Les 2 fils bénis étaient même partis parcourir le vaste monde plusieurs années, histoire de voir un peu comment c'était là-bas, derrière la ligne d'horizon. Puis de retour, comme ils n'avaient pas rencontré de millionnaire heureux, ils s'étaient dit « le bonheur est dans le pré ».
Pour eux, les nantis respiraient mal, trop occupés d'occupations d'importance et trop préoccupés par leurs nombreux biens qui, au final, les rendaient malheureux ou, tout du moins, suspicieux, craintifs et quelquefois méchants. Se rendant compte que les gros tas de problèmes demandaient des gros tas de solutions, ils firent des petits tas faciles à résoudre. Consciencieusement, avec amour. S'agiter 47 semaines et se ressourcer 5 semaines devenait dès lors une aberration quand on vivait au bord d'une source. Simplicité, frugalité, curiosité et poilonné furent érigés en mode de vie. Comme c'était devenu à la mode, plus personne ne se foutait de leur gueule avec les grands airs de circonstance et la condescendance qui sied aux belles personnes. Les pots de cul qui se gaussent et se satisfont d'eux-mêmes sans un regard pour leur interlocuteur. Bref, sans Pépin, les frères étaient heureux. Ils avaient fait de chacun de leurs gestes, de leur souffle, de leurs mots une affaire importante, et donc un acte amoureux. À part nous, il y avait donc des gens qui vivaient heureux auprès de leurs arbres et ne les quittaient plus des yeux. Nous en étions réjouis. Restait à souhaiter que d'autres, moins chenus, prennent la relève en ne laissant à personne le soin de vivre à leur place ou de créer à leur place. Un nouveau monde qui se choisirait d'autres fantaisies, d'autres devoirs minimums et n'accorderait pas de crédit à ceux qui en proposent. Une renaissance sans consumérisme, un retour à l'essentiel. Mais vous êtes cons ou quoi? Revenez aux vraies valeurs. À force d'entendre ça, on a fini par se barrer pour assouvir, si je puis dire, notre désir de frugalité. Nous n'avons plus peur ainsi, libérés du reste. Et vous? Vincent, François, Paul et les autres, qui portaient en eux ce que nous avions tous et qui l'exprimaient sans en tirer le moindre bénéfice, sans en profiter, sans vivre mieux et davantage, sans un plus de bien-être, continueraient à se pourrir la vie, celle des autres, et nous n'y pourrons rien. Plutôt que de juguler ce qui les détruisait, ils en lâchaient les brides. Ils n'avaient, à la longue, plus aucun courage, aucune force pour changer le cours. Et nous, pendant ce temps, nous avions endormi tout ce dont nous étions capables de faire pour le malheur de tous, car il y a interdépendance en tout et pour tout. Nous avions sublimé le bon côté de notre pièce et en étions satisfaits. J'avais préparé un repas de roi avec que dalle. Nous en avions mastiqué et apprécié chaque bouchée. Tu avais regardé la mer et les récifs au loin où se brisent les lames. Tu avais respiré le vent et humé ses odeurs marines. Puis tu avais posé ta main sur la mienne en souriant. Tout simplement,